Bonjour à tous, bienvenue sur notre Facebook Live Génération Brest. Alors aujourd'hui c'est la première édition et pour cette première édition nous allons parler de la gestion de la crise tant à l'échelon national que l'échelon local et à l'échelle brestoise donc. Et pour parler de ça, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Xavier Hamon. Bonjour. Donc Xavier, tu interviens puisque tu es gestionnaire de risque sur les territoires, mais dans la vie de tous les jours, tu es également médecin urgentiste, responsable d'une unité et responsable d'un pôle médecine, chirurgie et obstétrique. Et donc, bien sûr, tu es également militant Génération, puisque tu es l'animateur du groupe Brestois. Bonjour Xavier. Pour commencer cette émission, eh bien, j'aimerais que tu nous parles un petit peu du contexte historique, notamment la situation des hôpitaux au niveau national et local avant cette crise du Covid-19. Merci Élise, bonjour tout le monde. Effectivement, on ne peut pas parler de crise du Covid-19 sans revenir un petit peu en arrière sur la situation des hôpitaux depuis quelques années maintenant. Effectivement, l'austérité s'impose depuis plus de 20 ans au niveau des établissements de santé. Sur les 10 dernières années, les politiques libérales menées par les gouvernements successifs, que ce soit celui de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, puis d'Emmanuel Macron, ont fait de 11,7 milliards d'euros d'économies. Alors on a eu le plan Hôpital 2007 qui visait à augmenter l'investissement des hôpitaux et donc la dette sous couvert d'emprunts dits toxiques faits par les directeurs. On a eu la tarification à l'acte à peu près au même moment pour moderniser l'hôpital. Puis on a eu le plan Hôpital 2012 et la loi HPST qui là va encore obliger les hôpitaux à se moderniser, encore et toujours d'ailleurs, sans l'aide des finances publiques bien entendu, toujours par le biais de l'endettement. Et l'endettement hospitalier va continuer. Il va continuer de grimper pour arriver jusqu'à 30 milliards en 2011, où là, le coup d'arrêt va être sonné par la crise de la zone euro. Alors, 2012, c'est évidemment l'arrivée de François Hollande, attendue, cette arrivée, mais malheureusement, l'équation financière des hôpitaux ne va pas changer et la politique libérale continue d'être menée, toujours cette même politique, avec à ce moment-là Marisol Touraine aux commandes, qui va faire adopter une loi, la loi de modernisation de la santé, dont l'une des mesures centrales était la création des groupements hospitaliers de territoire, avec une obligation d'y adhérer pour les hôpitaux. L'objectif de ces politiques est évidemment toujours le même, des regroupements d'hôpitaux pour organiser des fermetures de services, des fermetures de lits. Évidemment, ça s'accompagne de restrictions de personnel paramédicaux et médicaux, et de manière assez étonnante, en parallèle, toujours plus de gestionnaires dans les hôpitaux. Alors, on organise, on réorganise, on réorganise. Bien entendu, les gouvernements se retranchent toujours derrière ces notions de gradation, de sécurité des soins, sécurité de prise en charge, d'évolution des traitements, des modes de prise en charge et notamment davantage d'hospitalisation à temps partiel et à domicile. Entre 2013 et 2018, c'est assez simple, ce sont rien que 3 milliards d'euros d'économies, 17 500 lits fermés et des dizaines de milliers de postes supprimés dans la fonction publique hospitalière. Alors, on est dans un contexte où, excédé justement par les conditions de travail déplorables et parents pauvres du financement des hôpitaux, les urgences, fin 2019, vont se regrouper et se mettre en grève collectivement, puisqu'ils seront plus de 250 services d'urgence qui vont être en grève, et en parallèle, plus de 1200 médecins répartis dans toute la France, dont plus de 600 chefs de service et chefs de pôle, qui vont annoncer leur démission
de leurs fonctions administratives, pour protéger justement contre le manque de moyens des hôpitaux publics. Alors, localement, qu'est-ce qu'il en est à Brest? Le CHRU est sorti d'un plan de retour à l'équilibre 2 ans auparavant, un plan qui a supprimé quand même 140 emplois. On a des problématiques, comme dans tous les services d'urgence, de temps d'attente ou des problématiques de lits qui sont quotidiennes, les restrictions budgétaires ayant largement dégradé les conditions de travail. Et ce service d'urgence, évidemment, est comme tous les services d'urgence de son territoire, le mien également, en grève à ce moment-là. Côté municipalité, il n'y a pas eu de soutien public affiché du maire aux urgences, alors qu'il est pourtant président du conseil de surveillance du CHRU. On est dans un contexte un peu particulier. Le premier tour des élections municipales vient de se dérouler. Et le résultat a positionné en tête M. Cuyandre, qui est en liste pour un 4e mandat, malgré sa mise en examen récente. Alors, les résultats, ils donnent 26,54% des votants à sa liste Brest au cœur. Mais la participation est relativement faible, puisqu'elle est de 36,94%, si je me souviens bien, ce qui lui donne finalement quand même moins de 10% des inscrits à avoir voté pour lui. Voilà en gros ce qu'on peut donner comme élément de contexte local et national. Merci Xavier pour ce rappel donc, des événements. Alors maintenant, nous allons passer à la partie gestion de crise en tant que telle. La gestion de crise, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un contexte légal. Est-ce que tu pourrais revenir sur les bases juridiques qui sous-tendent donc ces questions de gestion de crise? Effectivement, c'est utile avant d'entrer dans les faits, de positionner ce cadre juridique de la gestion de crise. Alors, au niveau gestion de crise, au niveau national, ça prend appui sur plusieurs choses. Il y a évidemment la loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020 qui permet notamment au Premier ministre de prendre des mesures telles que ordonner un confinement, ordonner des réquisitions, interdire les rassemblements. Mais c'est aussi une loi qui vient décliner les mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie du Covid-19. On s'en souvient, il y avait la prolongation des indemnisations des chômeurs en fin de droit, il y avait l'adaptation du droit du travail, la question du télétravail notamment. Alors ça, c'est pour ce qui est de cette loi d'urgence sanitaire. Mais pour ce qui est de l'organisation de la gestion de crise, ça s'appuie sur la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, qui a établi ce qu'on appelle le dispositif Orsec pour organisation de la réponse de la sécurité civile, qui est à mettre en œuvre selon le type de crise. Au niveau des établissements de santé, il s'agit du dispositif ce qu'on appelle ORSAN pour organisation de la réponse sanitaire, et dans le cas présent, des volets risques épidémiques et biologiques qui sont mis en œuvre. Localement, le dispositif de crise s'appuie sur le plan sanitaire, évidemment sur le plan blanc des hôpitaux, et au niveau de la municipalité sur 2 choses. D'une part, la responsabilité du maire en tant que représentant de l'État au niveau de sa commune, et notamment l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui dicte au maire sa conduite, à savoir le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, notamment les maladies épidémiques ou contagieuses. Et charge à lui également de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, et s'il y a lieu, évidemment, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure, à savoir du préfet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la gestion de crise au niveau local, cela s'appuie sur la notion du plan communal ou intercommunal de sauvegarde. À Brest, c'est un plan intercommunal, qui est en fait la déclinaison du dispositif Orsec à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité. Donc, à Brest, il est donc finalement réalisé à l'échelle de la métropole. Alors, c'est quoi un plan communal de sauvegarde? Bien, c'est simple, ça répond aux questions suivantes. À quoi fait-on face? Il s'agit donc du diagnostic des risques qui est consigné dans ce qu'on appelle le document d'information communale sur les risques majeurs. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est comment on alerte et on informe la population. Ça aussi, les réponses sont consignées dans ce document. Avec quoi y faire face? C'est la question du recensement des moyens. Qui fait quoi? C'est la question de la répartition effectivement des rôles de chacun dans une cellule de crise. Et puis c'est aussi
la question de comment est-ce qu'on est toujours opérationnel, à savoir s'entraîner, faire des retours d'expérience. C'est là les réponses qui sont apportées au sein du plan communal de sauvegarde. Et enfin, ça décrit également ce qu'on appelle les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile. Alors l'utilité, elle est bien simple d'une réserve communale de sécurité civile. C'est évidemment donner un cadre juridique aux bénévoles, c'est renforcer les capacités locales de gestion de crise, c'est mobiliser la solidarité locale pour apporter un soutien et une assistance aux populations. Et évidemment, son rôle, il est d'informer, de préparer la population face aux risques encourus par la commune, de soutenir, d'assister les populations en cas de sinistre. Et c'est également un appui logistique et le rétablissement des activités en mode normal. Alors là, généralement, ce sont des réserves qui participent aux exercices annuels de mise en situation par ailleurs. Voilà en gros pour les bases juridiques de fonctionnement de la crise. D'accord, merci Xavier. Est-ce que donc, tu pourrais nous faire un petit rappel des faits depuis le début de cette crise qui est particulièrement grave et voir comment tout ce qu'on vient de voir précédemment peut s'appliquer dans ce cas particulier? Bien sûr, Élise. Alors, les faits, quels sont-ils? Au niveau mondial, elle est apparue en 2019 en Chine et le stade de pandémie va être déclaré le 11 mars 2020 par l'OMS avec un nombre de cas déclarés actuels de plus de 4 250 000 cas et un certain nombre de centaines de milliers de décès. En France, les données sont les suivantes. Plus de 140 000 cas confirmés et près de 27 000 décès. Quelle a été la chronologie des événements en France? Les 3 premiers cas sont officiellement recensés le 24 janvier 2020. Néanmoins, il apparaît quand même qu'en décembre, le premier cas de coronavirus ait été identifié et il se pourrait que des Français atteints par le coronavirus étaient alors confondus avec ceux de la grippe initialement. Le dispositif Orsan, dans son volet épidémique et biologique, va être consacré donc à ces risques-là, va être déclenché le 23 février par Olivier Véran. Et à partir de ce moment-là, les différents stades vont rapidement se suivre pour aboutir au stade 3, ce stade qui va être déclenché le 14 mars 2020. L'objectif étant dorénavant d'atténuer les conséquences de l'épidémie en permettant aux services de réanimation notamment de prendre en charge la totalité des patients. Cela correspond évidemment à la fermeture de tous les lieux publics non indispensables. Les Français vont être invités à limiter leurs déplacements. De manière étonnante, le premier tour des élections municipales va être maintenu le 15 mars, en dépit des critiques quand même. Et le 16 mars à 20h, Emmanuel Macron va annoncer le confinement de la France. Tout le système de santé passe alors à l'attaque pour répondre à la guerre contre le Covid-19 que M. Macron a déclaré. Alors, localement, qu'en est-il ? Les statistiques régionales sont les suivantes. On a fait plus de 32 400 tests, il me semble, depuis le début de la surveillance, et 2510 cas confirmés biologiquement au 5 mai 2020. Il y a eu 225 décès à déplorer dans le cadre des prises en charge hospitalières et 63 décès de résidents au sein des EHPAD. Le CHRU, évidemment, comme tous les établissements de santé, est amené à s'organiser. Alors on a le rappel de personnel, la suppression des congés, la sollicitation des stagiaires, des étudiants, rappel des personnels techniques, d'administratifs, heures supplémentaires à n'en plus finir, évidemment. On crée des filières Covid, des filières non Covid, on réorganise des réanimations, des services, on arrête les interventions non urgentes, bref, tout ce qui relève du dispositif plan blanc des hôpitaux est mis en œuvre. La municipalité, elle aussi, s'organise. Le maire annonce la fin de sa campagne et entre en gestion de crise le 13 mars avec 3 de ses adjoints et les responsables des services. Étonnamment, l'élu à la santé et aux personnes âgées n'est pas associé. Il va mettre en œuvre son plan intercommunal de sauvegarde et, à l'échelle de la métropole et ses plans de continuité d'activité. Sauf qu'à Brest, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que ni le DICRIM, ni le plan communal de sauvegarde ne renseignent le risque sanitaire comme étant un risque. De fait, en niant ce risque, la municipalité n'a rien prévu pour protéger sa population. Pas de masque, pas d'équipement de protection individuelle, pas de gel, et toutes les mesures prises relèvent de l'improvisation et d'une gestion au fil de l'eau, car ce risque étant nié, le maire et sa cellule de crise
ne se sont jamais entraînés à gérer ce risque. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas mention de réserve communale de sécurité civile. Elle n'existe pas, ce qui est dommage. Cela ne veut pas dire que le travail a été mal fait, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. En revanche, le travail a été fait au fil de l'eau. Et ça, c'est un constat indiscutable. Pour connaître toutes les mesures qui ont été prises, je vous recommande d'ailleurs d'écouter le conseil municipal du 7 mai dernier. D'ailleurs, à ce titre, l'image est assez déconcertante, hein. On a un maire qui parle de mesures barrières, de distanciation sociale, mais se trouve à 40 cm de son élu. Quelles mesures ont été prises pour faciliter la vie des Brestoises et des Brestois? Eh bien, l'objectif qu'il s'était fixé, c'est évidemment le maintien des services publics. Et là, je ne vais pas toutes vous les citer, mais on va avoir une adaptation de la collectivité à cette crise, une redistribution du personnel et un renforcement des agents dans les EHPAD, le report des événements culturels, la fermeture d'un certain nombre d'équipements, les aménagements provisoires de la voirie pour vélos et piétons. Bref, la mobilisation également des équipes de médiateurs. On va avoir également un énorme développement des solidarités qui va s'organiser. Et je vais m'y arrêter quelques instants car, voyez-vous, la fraternité auquel renvoie ce mot solidarité, c'est la seule valeur de notre devise liberté, égalité, fraternité qui peut être mise en avant dans cette crise. Et à Brest, la municipalité a agi de manière irréprochable. Parmi les mesures prises, la ville a apporté une aide financière aux familles modestes avec l'octroi d'une aide sous forme de chèque alimentation. Elle a également mis à disposition des agents de la ville qui travaillent avec les enseignants dans les crèches et les écoles publiques pour permettre l'accueil des enfants et des soignants, pardon, excusez-moi, je bafouille un petit peu. Et, on a également adapté le réseau public de transport Bibus avec une mise à disposition gratuite de vélos électriques pour le personnel soignant. BMH s'est mise à l'écoute des plus fragiles avec une veille et des appels téléphoniques réguliers des salariés de l'office, dont une bonne part sont volontaires, et appellent justement des locataires les plus vulnérables. Mais on peut aussi citer l'élan de solidarité qu'il y a eu au niveau de la médecine libérale, j'entends la médecine au sens large, kiné, infirmier, médecin généraliste, etc. Et la médecine hospitalière également, élan de solidarité entre ces deux médecines, avec l'ouverture notamment du centre de consultation au niveau de l'ARENA. Les cliniques privées également se sont réorganisées, se sont montrées solidaires. Solidarité également des écoles, de l'université, des instituts de formation pour mettre à disposition des étudiants, notamment au profit de cet effort collectif. Alors, la solidarité également intra-hospitalière entre soignants, entre médecins a fonctionné. Bref, la crise du Covid-19, elle met en lumière tous ces éléments de solidarité. Et petit aparté également sur les médias locaux qui ont joué le jeu pour les questions de solidarité. Ils ont accompagné les lecteurs avec un relais d'infos pratiques bien utile, la mise à disposition des attestations papier lorsqu'il en a fallu, les informations sur les possibilités de livraison de courses, ou alors sur ces initiatives de solidarité, la mise en place également de réseaux virtuels de solidarité, comme, je ne sais pas si on peut le dire, si on peut citer le Telegram par exemple, qui a fait preuve d'une belle initiative, notamment Solidarité Coronavirus Bretagne. Il y a eu également des podcasts et des newsletters pour accompagner les confinés. Et là, c'est Ouest France qui a lancé Comme à la maison, histoire de parler des deux. Il y a également des programmes d'éducation pour les enfants à la maison. Bref, en tout cas, on peut dire un grand merci à tous les Français et localement à toutes les Brestoises et tous les Brestois pour ce formidable élan de solidarité. Effectivement, Xavier, donc tu parles de fraternité, et c'est vrai qu'en tant que Brestois, on a pu tous ressentir cet élan de fraternité qui a permis de passer ce moment de crise, donc dans des conditions les meilleures qui soient possibles d'avoir. Néanmoins, tu as dit que donc, dans les 3 mots de la devise liberté, égalité, fraternité, eh bien, fraternité, c'était le seul terme dont on pouvait se prévaloir pour la gestion de cette crise. Et donc, est-ce que tu peux revenir sur le terme de liberté et d'égalité, puisque a priori, tu as émis des réserves sur ces 2 premières valeurs de notre devise? Effectivement, Élise. En fait, la fraternité, c'est la seule dont on peut être fier parce qu'elle appartient au peuple, en fait, finalement. Les 2 autres, la liberté et l'égalité, dépendent beaucoup des politiques qui sont menées.
Et à bien des égards, ces dernières années, c'est vrai que les notions d'égalité ou de liberté sont mises à l'épreuve quand même, hein. Il n'y a qu'à regarder la fracture sociale, il n'y a qu'à regarder l'accroissement des inégalités, les difficultés d'accès aux droits ou aux soins, les inégalités de répartition des richesses, bien sûr. Mais la crise du Covid-19, elle est venue accroître évidemment la perte de repères. Alors, il y a sur les questions, par exemple, des libertés, il y a évidemment l'état d'urgence sanitaire qui a un caractère liberticide, puisqu'il autorise le Premier ministre à prendre par décret des mesures limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion. On a des mesures également de réquisition possibles par le biais de cette loi, de réquisition de biens, de services nécessaires justement pour mettre fin à cette catastrophe sanitaire. Mais il y a aussi d'autres choses qui interrogent. L'application Stop Covid, qui est une application traceuse, qui va retracer l'historique des relations sociales pour détecter les personnes qui ont été en contact avec un malade testé positif. Ça, c'était pour ce qui était de la question des libertés. Sur la question de l'égalité, là, je pense qu'on se heurte à une situation inédite, parce que rien, mais alors rien, ne concernant la gestion de crise sanitaire au niveau national, n'est marqué du sceau de l'égalité. On peut citer inégalité face à la pandémie, selon qu'on soit en France ou ailleurs, nous n'avons pas eu la même prise en charge, hein. Inégalité en région, mais aussi face au risque de maladie. Le Finistère et Brest ont été peu marqués par la crise. Inégalité face au masque, et je vais y revenir parce que je crois que c'est l'élément le plus dingue de cette crise. Inégalité face aux respirateurs, face aux équipements de protection individuelle, aux traitements, à l'éligibilité en réanimation, aux tests. Pour ne parler que des tests, ce qui est assez dingue, c'est que on va commencer seulement maintenant à procéder à un dépistage massif, alors que depuis le début, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sont de procéder à un dépistage massif. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a manqué de réactifs et de capacités de test. Jusqu'à fin mars 2020, les pouvoirs publics français ont limité les tests aux laboratoires publics par ailleurs, hospitaliers, de référence, et n'ont absolument pas utilisé les capacités de laboratoires privés. Alors qu'on pouvait le faire, ils en avaient les moyens. Ils n'ont pas non plus utilisé les capacités des centres de génomique publics ou privés et des laboratoires départementaux. Bref, on est sur une politique qui contraste fortement avec, par exemple, celle qui a été menée là en Corée du Sud dans le cadre de la gestion de ce Covid, où plus de 10 000 tests par jour sont pratiqués, ce qui permet, outre une prise en charge ou un isolement plus précoce, d'anticiper sur les besoins en soins et de mieux connaître la cinétique de propagation du virus. Alors en effet, les services médicaux ayant un matériel médical limité, puisqu'au départ, nous n'avions que 2000 tests par jour possibles, hein, portés progressivement à 4000 tests par jour, la priorité va être donnée à trois catégories de population. Alors, outre les personnes hospitalisées, bien sûr, il va y avoir les personnes présentant des symptômes d'un niveau de gravité élevé, les personnes à risque et le personnel médical présentant des symptômes. Dans les établissements collectifs, les tests vont être systématiques pour les 3 premières personnes qui présentent des symptômes, considérant que tout le reste, une fois qu'ils étaient positifs, tout l'établissement était considéré comme positif. Aujourd'hui, on va sortir du confinement. La France va s'engager dans une politique de dépistage plus importante et on va voir ce qu'il en est là, sur la question de la mise en œuvre. Alors, tu as parlé tout à l'heure de revenir sur la question des masques, hein, c'est une question qui fâche, donc je pense que le moment est venu d'en parler. Effectivement, la question des masques est importante, parce que les masques, ils sont le symptôme de la faillite de l'État qui prévient et qui protège, à l'origine d'une défiance généralisée de la population. Pour retracer cette faillite, il va falloir revenir un petit peu en arrière, sur la notion de catastrophe sanitaire qui n'est finalement pas nouvelle, hein. Sous le deuxième mandat de Chirac, on a eu la grippe aviaire type H5N1 et on a eu le chikungunya en fin 2004. À l'époque d'ailleurs, c'était Xavier Bertrand qui était ministre de la Santé et qui avait fait adopter la loi relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur. Cette loi a imposé d'ailleurs à la France de se doter d'un stock stratégique et mettait en place les Prus qui étaient là pour gérer les stocks et la réserve sanitaire humaine, une capacité, ainsi que et mettait en place également une capacité nationale de production.
Mais en 2009 va arriver l'épidémie de H1N1 gérée par Roselyne Bachelot. Et là, on va avoir un tournant sur la question des stocks, un tournant dans la doctrine. Et on va passer finalement de 2,2 milliards de masques en fin 2009 à 714 millions en 2017. Entre 2012 et 2017, sous François Hollande, la France va s'appauvrir sur le plan de la réponse sanitaire d'urgence en ratiboisant l'autonomie de l'EPRUS, puisque son budget va être diminué de plus de 50%. Alors vous comprenez que ça va être compliqué d'avoir des stocks si on divise par deux le budget. En pleine crise du Covid-19, la France, alors qu'elle est confinée, on a le Premier ministre qui va découvrir, consterné, que depuis plusieurs semaines, des millions de masques issus des réserves de l'État, dont une part non négligeable était sans doute utilisable, sont consciencieusement brûlés car arrivés soi-disant à péremption. Et ainsi, en mars 2020, il va en rester plus que 117 millions. Alors, localement à Brest, le maire ne dispose pas de masques de protection pour sa population car il n'a pas identifié le risque sanitaire dans son plan communal de sauvegarde, donc il n'a pas pu le prévenir. Étonnamment, il identifie des risques industriels sur sa commune et on peut s'interroger d'ailleurs s'il dispose d'équipements de protection individuelle car ça n'apparaît pas dans son plan communal de sauvegarde. Que compte-t-il mettre en œuvre si demain l'explosion d'un silo agricole mettait en suspension des particules au-dessus de Brest? S'il n'a pas de masque, cela va être compliqué. D'ailleurs, il a déstabilisé tout le monde lorsqu'il va annoncer fournir des masques aux 140 000 Brestois, on ne sait pas faire. Moi, je trouve que c'est une communication pas rassurante du tout. Monsieur Cuyan a essayé de corriger son propos dès le lendemain. Il va invoquer le risque pénal en raison de la qualité, du type de masque à distribuer, du mode d'emploi et d'entretien. Et en parallèle, ce qui est étonnant, c'est qu'il raconte qu'il s'est fortement engagé pour accompagner l'émergence d'une filière locale avec les couturières, ce qui permettra un approvisionnement régulier dans la durée de masques normés et dans des conditions d'hygiène optimales. Ça veut bien dire qu'il les connaissait, ces normes. Il va d'ailleurs conclure en disant l'État doit assumer toutes ses responsabilités. Je trouve ça bien pratique en fait en situation de crise de reporter la responsabilité sur l'État, sur le représentant de l'État, sur l'État alors qu'il est lui-même le représentant de l'État à l'échelle de sa commune. Et s'il avait anticipé en mettant à jour son plan communal de sauvegarde, il aurait eu un stock de masques pour sa population. Sur cette question précise, on peut quand même observer que tout le monde se rejette la responsabilité. Les différents gouvernements entre eux, l'administration centrale, le maire qui rejette la responsabilité sur l'État. Bref, personne n'est responsable de rien et pourtant la catastrophe est là. Et au bout du compte, on va assister finalement à un revirement quand même de la position du maire puisque le Brest va distribuer, suite aux annonces de déconfinement progressif, 2 masques par habitant pris en charge à moitié par l'État. Alors était-ce finalement un problème financier pour la municipalité de Brest? On pourrait se poser la question. Alors finalement, voilà, ça fait 3 jours maintenant que nous sommes en déconfinement. Et qu'est-ce qu'il en est de la situation actuelle? Alors, le plan de déconfinement, effectivement, a été annoncé par le Premier ministre. Il associe évidemment la question, il prend un certain nombre de mesures, notamment la rentrée scolaire échelonnée, la non-reprise des cours en présentiel dans l'enseignement supérieur. Il maintient fermé un certain nombre de bars, de cafés, de restaurants. Il interdit toujours les rassemblements. L'objectif est simple, que le taux de contagion, R0, se maintienne en dessous de 1, c'est-à-dire une personne infecte moins d'une personne. La sortie du confinement se fera évidemment de manière différenciée selon les départements en fonction du niveau d'infection atteint par chacun d'eux. Sur le plan sanitaire, l'objectif affiché est celui du dépistage massif et du traçage des patients positifs, la mise en quarantaine, le port du masque obligatoire dans un certain nombre d'espaces, le maintien des règles d'hygiène et de distanciation sociale. Localement, dans les établissements de santé, les activités reprennent, mais en maintenant une capacité de retour en mode Covid, si l'épidémie repart, bien entendu. Sur le plan de la municipalité, M. Cuyan a exposé son plan de déconfinement devant le conseil municipal.
dans les différents domaines de compétences de la mairie, éducatif en premier lieu, car une source d'inquiétude légitime pour des parents. Il a pu souligner l'importance pour les enfants d'un retour à l'école et du lien pédagogique. Alors il y a également dans les domaines des déchets, de la propreté, des EHPAD, du social. Il a évidemment parlé des masques, mais nous l'avons déjà dit. Il a également évoqué la reprise économique avec une perte prévisible de 8 points du PIB et 14% de chômage à prévoir. Alors finalement, quelle conclusion on peut tirer de cette gestion de crise, tant sur le plan national que sur le plan local? Eh bien, au total, on voit bien qu'il y a une forme de toxicité systémique des gouvernements successifs qui mènent la même politique néolibérale. Une politique qui positionne toujours finance et économie au-dessus de l'intérêt populationnel et environnemental. Cette crise révèle, je l'ai déjà dit, la faillite de l'État qui protège et qui prévient. La gestion de crise a été catastrophique au niveau national et elle est basée sur une pénurie de moyens et non sur des arguments de santé publique. Même flou d'ailleurs sur le déconfinement. La communication à cet égard a été désastreuse. On a vu un nombre de tergiversations impressionnant. En attendant, localement, quelle problématique la gestion de crise a rencontrée? Je crois que la plus importante est évidemment de ne pas avoir identifié ce risque comme un risque possible sur la commune. Et donc, ne pas avoir anticipé sur la question de la protection de la population par l'achat des masques et la polémique que cette question a suscité. Pas de risque, c'est aussi pas d'entraînement à ce genre de crise au sein de la mairie. Après, évidemment, on peut observer une autre difficulté dans cette gestion de crise. C'est plutôt une difficulté d'ordre culturel. Il existe un problème de communication qui est défaillante à l'égard du conseil municipal et de la population. Monsieur Thuyan a tardé dans l'organisation d'un premier conseil et étonnamment, il a choisi de ne pas associer l'ensemble des élus à ses décisions, contrairement par exemple à Anne Hidalgo, qui, dans sa lettre aux Parisiens, partage sa vision du déconfinement en soulignant qu'elle y a associé les présidents des groupes politiques de la municipalité. Chose aggravante, évidemment, on est entre deux tours d'une élection municipale et il ne représente que 25% des suffrages brestois et même moins de 10% des inscrits. Alors, l'intelligence eût indiqué d'ouvrir aux principales têtes de liste un espace de dialogue avec le maire sortant pour préparer des réponses ensemble. Cela aurait montré une preuve d'unité locale, de concorde, mais il montre là une véritable incapacité à comprendre ce qui se passe. Il gère cette crise comme il gérerait n'importe quelle délibération du conseil municipal. C'est une vision assez simpliste de la gestion de crise et ce n'est pas très sérieux à mon sens. Alors merci Xavier pour ton analyse. Évidemment, on a envie tous ensemble de se projeter un peu dans l'avenir parce que c'est ça qui va nous aider aussi à aller de l'avant. Est-ce que tu pourrais nous faire part de ta vision du monde d'après? Comment on peut essayer de faire mieux à l'avenir? Tout à fait, Élise. D'abord, j'ai envie de vous dire que les forces du statu quo sont puissantes à ne rien changer quand même, à précipiter un retour à la normale et faire comme si cette crise finalement n'avait pas existé. Pourtant, la précipitation n'a jamais amélioré la résilience d'une population, on le sait très bien. Alors que la séquence sanitaire s'estompe, la crise sociale va amplifier, ainsi que les crises économiques et écologiques. Malheureusement, la tendance du système néolibéral va tenter d'occulter, voire d'aggraver les problèmes sociaux et écologiques pour ne s'attaquer qu'à la relance économique. Elle risque de nourrir ainsi l'exaspération induite par les difficultés qui persistent pour vivre bien, pour s'éduquer, pour travailler, pour se soigner, pour vieillir sereinement. Alors j'ai envie de te dire, prenons le temps finalement. Les changements obéissent à un temps long et d'ores et déjà, localement en tout cas, cette crise ouvre des pistes de travail. Face au drame social qui se déroule devant nous, il y a une mesure qui doit être sérieusement étudiée. Une expérimentation du revenu universel. Je crois que c'est le moment venu et elle devra porter sur un nombre significatif de Brestoises et Brestois, car c'est clairement le moyen de sortir de la pauvreté. Face au drame économique qui s'annonce, la place de l'économie sociale et solidaire devra être définie, ainsi qu'un soutien marqué aux TPME qui devra être réalisé. Sur le plan écologique, je crois que la recherche de l'autosuffisance alimentaire, comme le fait d'ailleurs Albi, 50 000 habitants, qui essaie de le faire pour 2020. Alors ça passera par le développement de l'agriculture urbaine bio, bien sûr, des circuits courts,
d'une éducation à la santé environnementale et à l'alimentation. Parce que ce qui est assez dingue, c'est que finalement, quand on regarde les facteurs de risque des personnes exposées au Covid, on se rend bien compte qu'il y a un fort lien avec l'environnement, et notamment la problématique d'hygiène alimentaire. Hein. Donc ce sont ces déterminants en santé sur lesquels il va falloir effectivement agir, et agir de manière urgente. Mais il faudra également proposer aux Brestoises et aux Brestois un travail sur leur porte-monnaie. Et je crois qu'il est temps aussi, peut-être, d'agir sur la question du lien entre le porte-monnaie et les transports. Euh, Aujourd'hui, se rendre mobile avec sa voiture coûte bien plus cher que de se rendre mobile avec les transports en commun ou d'utiliser les mobilités douces. Hein. Donc il faudra travailler sur comment favoriser l'usage et éviter trop de pollution liée à la voiture. Donc comment travailler sur l'usage du transport en commun, bien entendu sur les aspects de fréquence des transports en commun, sur les aspects du réseau, de sa distribution dans les différents quartiers, de la question du temps de trajet et évidemment du coût du transport en commun. Tous ces éléments-là, il faudra les remettre sur table. Enfin, sur la question de la protection des populations, il va falloir revoir la doctrine locale. Si on veut améliorer la résilience d'une population, il faut faire de cette municipalité une équipe entraînée et disposant de moyens pour protéger sa population. Il y a donc un gros travail de gestion des risques sur les territoires à faire. Alors, au-delà des pistes de travail de cette crise, au-delà des pistes de travail, cette crise elle nous oblige à réfléchir à une nouvelle méthode et une nouvelle gouvernance renouvelée, plus transparente et plus démocratique. Et nous le verrons effectivement lors des prochaines municipales. Voilà, j'ai envie de terminer en vous posant juste une seule question. Serons-nous capables d'accoucher d'un monde qui incarnera sensiblement nos valeurs d'humanité? C'est la question que je vous pose. Merci à vous. Merci beaucoup Xavier. Voilà, c'est une belle question sur laquelle on peut méditer. Alors j'imagine que cet exposé qui était riche et très intéressant a généré pas mal de questions parmi toutes les personnes qui nous ont regardées. Et pour la suite, eh bien, nous allons nous pencher ensemble sur ces questions et essayer d'y répondre au mieux. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Alors Xavier, nous avons plusieurs questions des internautes. Alors la première question qui est de Benoît, c'est que faire pour les publics vulnérables ou précaires dans l'après-crise? Alors, il y a déjà eu des mesures qui ont été prises et qui mériteront certainement d'être poursuivies. Alors, je pense en particulier à l'augmentation des maraudes, au maintien ils ont ouvert, je crois que c'est l'auberge de jeunesse pour accueillir justement les personnes vulnérables qui étaient dans la rue. Donc, peut-être maintenir en tout cas un lieu d'accueil supplémentaire. Mais c'était aussi le maintien par BMH, par exemple, des appels aux personnes les plus vulnérables, parce qu'aujourd'hui, les plus vulnérables sont bien souvent les plus confinés. Je pense en particulier aux personnes âgées. Et puis enfin, il y a une mesure symbolique, on l'a dit, c'est le revenu universel d'existence qui nécessitera bien sûr d'être expérimenté dans une ville comme Brest. Il y a deux autres mesures, c'est le maintien des financements au CCAS et des financements supplémentaires également aux associations qui luttent justement contre les problématiques justement de personnes seules qui ont besoin d'être aidées en permanence. Voilà. Ok, merci. Alors, une autre question qui concerne donc, les mesures prises actuellement. Le maire aurait-il pu ou dû repousser l'ouverture des écoles primaires pour avoir le temps de tout bien préparer, rassurer les parents d'élèves? Et qu'en est-il aussi des dépistages pour les enseignants? Alors, sur la question de aurait-il pu ou dû, je ne suis pas certain qu'il aurait pu. En fait, la situation, c'est que lui est peut-être propriétaire de l'école et en charge du maintien, on va dire, de l'entretien, de l'organisation à l'intérieur des écoles, mais c'est l'éducation nationale qui décide à quel moment les instituteurs et les élèves retournent à l'école. Donc je ne crois pas qu'il aurait pu effectivement faire autrement que ce qu'il a fait.
À lui, par contre, d'organiser, et ça c'est lourd comme responsabilité parce que le cahier des charges est énorme, hein, c'est 70 pages, je crois, qui ont été remis à l'Éducation nationale pour organiser effectivement l'accueil des enfants avec des classes qui sont du coup moins remplies, des parcours fléchés, une attention particulière sur les règles d'hygiène, ce qui est très chronophage dans une journée. Et je ne suis pas sûr que l'enseignement, du coup, soit en conséquence aussi performant qu'il était avant. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de gardiennage et beaucoup de vigilance de la part des profs plutôt que de l'enseignement réel. Mais bon, c'est aussi de l'apprentissage hein, finalement pour les risques à venir. Je crois que c'est aussi une expérience, cette crise, c'est apprendre les bons gestes face à n'importe quelle épidémie. Ce sont des gestes qu'on sera susceptible de reproduire. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il est pertinent de penser à des dépistages systématiques des enseignants qui sont potentiellement exposés au virus? Alors, aujourd'hui, on s'engage dans un dépistage de masse. Nous, à l'hôpital, ce que l'on va mettre en place, c'est un dépistage au moindre symptôme suspect. C'est-à-dire que le virus a pris des visages tellement différents que finalement, quasiment toutes les personnes qui se présentent avec un tableau médical deviennent suspectes. Donc finalement, au moindre petit symptôme chez les maîtres ou chez les profs des écoles ou chez les professeurs tout court, il y aura peut-être derrière effectivement la nécessité d'un dépistage pour rassurer à la fois le professeur, mais aussi rassurer les familles effectivement, qui leur confient des enfants. Donc possiblement, on va s'orienter vers ça. Bon, après on verra parce que je ne suis pas certain que nous soyons encore en capacité de le faire, surtout. Voilà. D'accord. Alors, une question à propos des masques et du coût que cela représente. Donc, combien ça coûterait pour une ville comme Brest, combien ça aurait coûté pour une ville comme Brest de s'équiper correctement en masques? Alors, sur la question des masques, de simples masques de protection chirurgicaux, on était dernièrement à un peu moins d'1 euro, 95 centimes d'euros, et je crois que le prix avait été multiplié de manière très importante. Hein. Aujourd'hui, un masque, ça a une péremption au bout de 4-5 ans. On peut considérer que s'il faut acheter 140 000 masques à 1 euro, ça fait 140 000 euros sur une mandature en gros d'un maire, donc ça lui fait en gros 20 000 euros, un peu plus de 20 000 euros à dépenser chaque année. En sachant que c'est un prix fort, hein, aujourd'hui 1 euro, ça l'était bien moins il y a quelques mois, donc je pense que de toute façon le prix va redescendre bientôt. Ça va retourner de l'ordre de peut-être 10-15 centimes d'euros, quoi. Ce qui fera finalement un prix dérisoire dans un budget de mairie, enfin dérisoire, je veux dire par rapport aux conséquences de ne pas avoir de masque. Voilà. Ah, nous ne sommes plus connectés. Tu nous entends, Élise, ou pas? On a un problème de micro. Ton micro, ça a l'air de s'être éteint. Mince. Ça y est, pardon, c'est bon. Donc oui, on a une dernière question sur l'ouverture des plages. Est-ce que l'ouverture des plages en bassin brestois, c'est une bonne chose ou non? Ah bah oui, c'est pas difficile de ne pas réouvrir les plages, mais en même temps d'autoriser le fait les gens de circuler à pied. Enfin, c'est assez incompréhensible en fait. Là. Surtout qu'on a des grandes plages qui n'ont jamais été à la manière des plages du sud de la France très bondées. Donc l'espace permet effectivement de réouvrir les plages. Et puis il y a un lien très très fort par ailleurs entre les Brestoises et les Brestois et leurs plages. Donc oui, moi je suis favorable à la réouverture des plages, bien sûr. Voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors je crois que voilà, on a fait un petit peu le tour des questions des internautes. Nous souhaitons Génération vous remercier tous pour votre présence durant ce live. Voilà, c'était la première édition. Il y en aura d'autres. Hein. Beaucoup de questions ont été abordées. On voit bien qu'on a besoin de se retrouver pour construire un monde qui va, en tout cas on l'espère, fonctionner mieux et réagir mieux face à ce genre de défis à l'avenir. Et voilà, parmi les pistes évoquées sur la question sociale notamment, eh bien, Régine a signalé dans le chat de Facebook le revenu universel d'existence
Et effectivement, c'est une piste, hein, Xavier l'a évoqué tout à l'heure, et on va avoir le plaisir d'en reparler de façon plus précise. Donc le 22 mai à 19h, donc notre prochain live, où nous aurons le grand plaisir d'accueillir Benoît Hamon, cette fois-ci, voilà, qui va nous parler du revenu universel d'existence. Donc on vous espère encore plus nombreux le 22 mai, et d'ici là, eh bien, on espère que vous vous portez bien, prenez toutes les précautions, prenez soin de vous, et puis allez vous balader dehors maintenant. Merci Merci. beaucoup, merci à tous, Au bonne revoir. soirée.